21h30 sur Parlement TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous choisir pour vous informer. À la une de ce journal, la Fédération guinéenne des associations des personnes handicapées a été reçue ce jour au CNT dans le but d'amender la loi sur la protection des droits des handicapés. Le non-port du casque, un danger persistant pour les motocyclistes qui roulent sans protection malgré les risques. Pourquoi une telle réticence? Vous le saurez dans un instant. Et puis, disparition de l'humoriste et comédien Moussa Kofé, on en parle. Ce pionnier du théâtre guinéen, décédé hier à Kindia, a été inhumé aujourd'hui dans sa ville natale, en présence de plusieurs hommes de culture du pays. C'est tout pour les titres, tout de suite les détails. Les conseillers nationaux de la Commission Santé, Éducation, Affaires sociales et culturelles ont reçu ce mardi la Fédération guinéenne pour la promotion des associations des personnes handicapées. Les discussions ont porté sur l'amendement du projet de loi relatif à la protection des personnes en situation de handicap voté lors de la 8e législature. Parmi les nouveautés examinées, nous avons le dépistage précoce des handicaps, la garantie des droits des personnes concernées ainsi qu'une meilleure prise en charge des déficients visuels. Reportage avec Souleymane Diallo et Nabit Kamara. Pour la première fois, les personnes vivant avec un handicap sont invitées par le Parlement en Guinée. Il est question d'échanger sur le projet d'amendement de la loi portant protection des personnes vivant avec un handicap. Cette démarche des membres du CNT qui se veut participative et inclusive vise à inviter ces personnes à exprimer leurs préoccupations devant les conseillers nationaux à travers la Commission Santé, Éducation, Affaires sociales et culturelles. Il y avait une loi, la loi portant protection et promotion des personnes handicapées promulguée en 2018, voilà, et qui comportait certaines insuffisances. Voilà, donc ce sont les insuffisances là qui ont été corrigées. Il n'y avait pas d'innovation, des innovations allant dans le sens, par exemple, du dépistage des handicaps, ce qui est évident maintenant avec la nouvelle loi, le dépistage des handicaps, la prise en compte aussi des droits de l'assistant de la personne handicapée. Il y a certains types de handicaps qui nécessitent forcément une assistance. Donc les personnes atteintes d'handicap visuel, par exemple, ont besoin d'un guide. Voilà, donc si on ne les protège pas autant qu'on protège les personnes atteintes de déficience visuelle, c'est difficile. La vice-présidente de la Commission Santé, Éducation, Affaires sociales et culturelles a, au nom de ses collègues, remercié et félicité les participants pour la qualité des débats et les échanges fructueux qui ont caractérisé la rencontre. La rencontre, c'est une première, mais la loi existait depuis 2018 et là, maintenant, on est en train de revoir la loi. Et là, c'est la rencontre qui est vraiment innovante. Et dans l'ancienne loi, il n'y avait pas de disposition pénale. Donc, une loi qui n'a pas de disposition pénale, et vous allez savoir est-ce que l'applicabilité, est-ce qu'il y aura des pressions sur les personnes concernées. Et là, vraiment, c'est innovant. Et même, ils ont reconnu que c'est la première fois qu'on les appelle la commission concernée, la commission de fond, pour discuter, bien sûr, sur la loi. La loi de 2018 n'a pas été le cas. La rencontre a pris fin par des recommandations émises par les conseillers nationaux. Parmi elles, le recueil par les présidents des associations des personnes handicapées des avis des membres de leur association en vue de leur prise en compte dans le dit projet. L'enrôlement biométrique se facilite pour les fonctionnaires grâce à des points mobiles déployés dans les administrations, une initiative du ministère de l'administration du territoire en partenariat avec le PNRAVEC qui a déjà permis d'enregistrer des centaines de citoyens au Palais du Peuple et aux douanes nationales. Reportage avec Amadou Touré et Abdul Razak Souma. En marge du lancement du mouvement de soutien à Mourabouloma, initié par les acteurs de la pêche et dans le but de faciliter l'enrôlement biométrique à cette corporation composée de mareyeurs et mareyeuses, souvent très occupés aux travaux de vente et de fumage de poissons, la coordination du PNRAVEC, en rapport avec la direction des affaires politiques et de l'administration électorale, installe ces kits d'enrôlement dans certains lieux publics à Conakry. C'est le cas ici au Palais du Peuple où 45 kits d'enrôlement fonctionnent. Aujourd'hui, nous avons profité de cette belle manifestation qui a été organisée par le ministère de la Pêche et de l'Aquaculture avec les mareyeuses de Conakry et des deux localités environnantes, notamment Dubreka et Koya, pour prédisposer ici 45 kits.
il y aura 15 kits, dont 3 kits par commune, pour procéder à l'enrôlement de toutes ces femmes qui tous les jours se battent pour nourrir leur famille. C'est une initiative du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation pour venir au plus près des citoyens, pour les permettre de se recenser. On leur a dit aujourd'hui que cet exercice est gratuit et les documents qui leur ont été demandés, c'est les extraits de naissance ou les jugements supplétifs et leur transcription. Pour ce qui est des extraits de naissance, c'est tous les extraits de naissance de l'indépendance jusqu'à nos jours. Une fois que nous finirons ici, dans les 2 jours à venir, ce processus, ce dispositif sera projeté au niveau des universités de Conakry. Je remercie le général, le président Mamadi Doumbouya. Et franchement, jamais vu. C'est la première fois. Et nous demandons à tout le monde de venir recenser. Ce recensement-là n'est pas lié juste pour aller voter. Ça vous permettra de vous identifier et ça vous permettra d'un jour à ne pas être dans la confusion de tous les documents que tu peux avoir besoin. Parallèlement à ces kits du Palais du Peuple, des bureaux d'enrôlement biométrique sont installés dans certains départements ministériels et directions de l'administration publique. C'est le cas ici, à la direction des douanes nationales. Nous avons commencé par le ministère de l'enseignement préuniversitaire. 13 kits ont été projetés dans les différentes localités pour procéder au recensement de ces professionnels de l'enseignement. En même temps, nous avons fait dans les forces de défense et de sécurité. Les kits ont fait le tour des différentes garnisons, des unités prédisposées au niveau des forces de sécurité. Demain, nous commencerons par l'état-major de la marine. Ensuite, nous irons au bataillon du quartier général et nous monterons crescendo au niveau de l'intérieur pour élaborer justement ce processus, élargir ce processus à toutes les garnisons. Un sentiment de fierté, un sentiment d'accomplissement. Et surtout, je lance une invite à tous mes collègues douaniers de venir se recenser et massivement. Parce que c'est bon pour le pays, c'est bon pour le développement et la planification. Le premier citoyen, le général Mamadi Doumbouya, s'est fait recenser, s'est fait enrôler dans le registre national des personnes physiques. Et je demande à tous les citoyens et citoyennes de la Guinée de se faire aussi recenser pour confirmer leur citoyenneté à République de Guinée. Lancé le 15 avril dernier pour 45 jours, le programme d'enrôlement biométrique suit actuellement son cours normal sur toute l'étendue du territoire national en dépit des insuffisances signalées par endroits qui sont la plupart réglées progressivement selon les responsables en charge du PNR-AVEC et de la direction des affaires politiques et de l'administration électorale. Lancé le 15 avril dernier, le recensement biométrique se poursuit sur l'ensemble du territoire national, une opération d'envergure qui suscite un vif engouement auprès des citoyens. Au Palais du Peuple, dans la salle du 28 septembre, des agents recenseurs sont mobilisés pour faciliter l'enrôlement de la population. Mais quels sont les enjeux de ce programme PNR-AVEC? Pour y répondre, nos équipes ont interrogé le coordinateur national, le général Aboubakar Birokonde. Reportage avec Sekou Sano. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil, piloté par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Depuis son lancement le 15 avril dernier, le processus se déroule sans fausse note sur toute l'étendue du territoire national, à en croire le coordonnateur national. Ce processus donc, qui est dynamique, a commencé depuis une année. Mais le recensement biométrique en lui-même a commencé depuis le 15 avril et va se poursuivre sur toute l'étendue du territoire et s'étendre dans les ambassades et consulats au nombre de 36. Je suis peut-être, en ma qualité de coordinateur, pas le mieux placé pour dire que tout va bien, parce que ça serait un peu paradoxal, mais l'œuvre humaine est ainsi, tout n'est pas parfait. Et nous essayons au fil des temps d'améliorer nos processus, nos méthodes de travail, mais globalement c'est satisfaisant. Et d'ailleurs, ce qui nous a surpris, c'est l'engouement. Ces recensements biométriques concernent les personnes dont l'âge varie entre 10 ans et plus. Ils présentent de nombreux avantages, tant sur le plan administratif que sécuritaire. Il y a 2 registres. Le premier registre, c'est le registre national de l'état civil. Le second, c'est le registre national des personnes physiques.
il y a une certaine interopérabilité justement de ce registre avec tous les autres registres et fichiers connexes, notamment le fichier des cartes d'identité, le fichier des passeports, la sécurité sociale, le service de santé. Et c'est pour ça que, à travers le numéro d'identification personnelle qui sera attribué ad vitam aeternam, c'est-à-dire de toute la vie, de la naissance jusqu'au décès de l'individu, c'est ce même numéro qui sera dupliqué sur tous les documents. À travers le pays, un élan de participation est observé. Autorités locales et citoyens ayant déjà accompli leur devoir civique appellent le reste de la population à se mobiliser massivement pour le succès de cette opération. On est là ce matin pour nous recenser parce que c'est un devoir citoyen pour tout un chacun de se recenser. Et puis cela va aider à savoir exactement nous sommes combien de Guinéens et puis cela nous facilitera dans un avenir proche à pouvoir avoir tous nos documents à un même endroit. J'invite tout le monde, mes fans et surtout les femmes, à venir se faire recenser. C'est très important. Je suis très contente d'être recensée. Ce recensement biométrique en cours marque une étape cruciale dans la modernisation de l'état civil guinéen. À quelques mois du référendum constitutionnel prévu en septembre, la Cour suprême se prépare. Ces magistrats formés aux enjeux juridiques et électoraux seront garants du bon déroulement du scrutin. Tcherno Younoussaba nous apporte les précisions. Suivez. Cette rencontre mobilise les magistrats de la Cour suprême autour des questions liées à la gestion référendaire constitutionnelle et la rédaction des arrêts. Cette étape cruciale intervient alors que les Guinéens se rendront aux urnes en septembre prochain pour l'adoption de la loi fondamentale. Ainsi, ces magistrats se préparent pour mener à bien le processus. La Guinée s'apprête à franchir une étape décisive avec l'organisation du référendum constitutionnel prévu le 21 septembre 2025. Ce scrutin, annoncé par décret présidentiel le 1er avril dernier, vise à doter la nation d'une nouvelle constitution, socle de la Troisième République et pierre angulaire du retour à l'ordre constitutionnel. Nous savons que les matières constitutionnelles et électorales sont porteuses potentielles de conflits, de contentieux qui sont de nature à troubler longuement la vie de la société. Il est donc utile de prévenir et de donner la capacité à ceux qui sont chargés de dire le droit. Cette rencontre marque une étape décisive dans la préparation institutionnelle du pays. Elle est soutenue par l'Union européenne, le Centre européen d'appui électoral sur financement de l'Organisation internationale de la francophonie. Le contentieux constitutionnel qui sera au cœur de nos débats constitue le socle sur lequel repose la légitimité de nos lois et la régulation des pouvoirs publics. Quant au contentieux référendaire, il est le garant de la transparence et de la sincérité dans l'expression directe de la souveraineté populaire. Dans une république fondée sur des principes démocratiques, il est impératif que l'ensemble des acteurs judiciaires, en particulier ceux investis d'un pouvoir de contrôle ou de décision dans des domaines sensibles, disposent d'une compréhension claire. Nous saluons cette initiative de la Cour suprême qui démontre un engagement louable à renforcer la qualité de la justice constitutionnelle dans notre pays. Car s'il est une justice qui ne tolère ni approximation ni compromission, c'est bien celle qui porte sur la Constitution. À terme, ces magistrats vont disposer des aptitudes juridiques et techniques nécessaires pour assurer un traitement rigoureux et impartial des contentieux électoraux et constitutionnels qui leur seront soumis. La Guinée, à la croisée des chemins de son histoire, envisage résolument la mise en place d'un état de droit démocratique par l'organisation d'un référendum constitutionnel qui fixe les contours de notre avenir commun. Depuis le 5 septembre 2021, la Cour suprême exerce des attributions élargies
hérité de la Cour constitutionnelle. Cette mutation institutionnelle, inédite par son ampleur, exige de notre justice suprême des compétences accrues, notamment dans le traitement des contentieux référendaires et constitutionnels, piliers du contrôle démocratique. L'adoption de la nouvelle constitution représente une étape décisive dans la construction d'une démocratie. Après l'absorption des compétences de la défunte Cour constitutionnelle, la Cour suprême, la plus haute institution judiciaire du pays, se positionne comme le garant de la transparence, de la régularité et de la légitimité du processus. Et puis, en bref, après la décision du tribunal criminel de Dixine intervenue le 31 juillet 2024 dans le cadre des événements des massacres du 28 septembre 2009, l'heure est à la réparation des victimes de ces atrocités et de graves violations des droits de l'homme. Cette volonté de portée historique a eu lieu grâce à la volonté du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, par la prise en charge des frais d'indemnisation, ce qui va permettre aux victimes de se remettre des douleurs physiques et psychologiques. Le montant mobilisé par le gouvernement est de 919 milliards 900 millions de francs guinéens. L'opération va toucher 334 victimes retenues par la décision du tribunal criminel de Dixine. Le processus est ouvert ce mardi en présence du ministre de la Justice accompagné de quelques membres du gouvernement. Le processus va également continuer avec la commission en charge de l'opération. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Et je vous le disais dans les titres, porter un casque sauve la vie. Pourtant, en Guinée, beaucoup de motocyclistes roulent sans protection au mépris du danger. Pourquoi un tel refus? Élément de réponse avec Mamadou Kalisso et Mbemba Bangoura. Depuis 2010, un arrêté du ministère des Transports a rendu le port du casque obligatoire en Guinée. Et ce, pour protéger les usagers en cas d'accident. Mais le constat de la circulation est révélateur. Les motocyclistes se rivalisent dans la violation de ces codes de la route. Certains ne les portent qu'à l'approche des points de contrôle de la police. D'autres les accrochent carrément sur leur rétroviseur ou sur les pare-chocs. Conséquence, les réfractaires frôlent souvent l'inacceptable. Bon, les raisons qui me poussent à ne pas porter les casques, parce que souvent là, ça me fait mal à la tête. Parce que quand je porte, c'est très lourd. Mais est-ce que vous savez que le port du casque est important en cas d'accident? Bien sûr, oui, je le sais. Et c'est dangereux de ne pas porter le casque. Très dangereux. Les deux roues causent des dégâts. C'est pour cette raison que certains motards consciencieux se conforment à la loi, à l'image de celui-ci. À 2 reprises, son casque lui a sauvé la vie lors des chutes. J'ai fait des accidents successifs entre la descente d'Anta et Kisoso. Ni titer les casques, j'allais perdre la vie. Parce que dans un accident, si vous voyez que le casque même s'écrase, supposons qu'il n'y avait pas de casque, c'est la tête qui était touchée par terre. On n'allait plus parler de moi. Donc c'est une protection personnelle au-delà des infractions de la police. La liste des infractions commises par ces motards est très longue. Surcharge, le port de chaussures non fermées, l'absence de rétroviseur. Ceux qui en possèdent les plient au centre des guidons, les rendant purement inutiles. Le directeur central de la police routière parle de cet incivisme notoire. Ce n'est pas facile de les prendre. C'est dans ce cadre-là que je dis, quand tu veux les prendre, on est tellement incivique, mais quand tu veux les prendre, ils t'agressent. Désormais, quand vous venez, je vais vous mettre les statistiques journalières des infractions verbalisées par nous. C'est pourquoi cette année, on a fait rendre plus d'1 milliard au trésor public. C'est pourquoi c'est que ça travaille. Mais plus de 200 et quelques mille motos, par rapport à combien d'effectifs? À part ça, on fait la régulation de la circulation. Ce n'est pas seulement que les motards qu'on doit passer notre vie à faire ça. On doit gérer aussi la fluidité de la circulation. On s'intéresse également aux accidents de la circulation. Donc, ce n'est pas seulement notre activité que de verbaliser. Non, mais il faut que vraiment les gens soient civilisés. En sanctionnant ces réfractaires, les policiers sont souvent confrontés à l'immixtion de certains cadres, déplore le directeur central de la police routière. Promouvoir l'autonomie économique des femmes, c'est l'objectif du mouvement Guinée-Yigui initié par le général Mamadi Doumbouya. Une formation en saponification et teinture a été ainsi organisée à l'intention des femmes de Dixine. Pendant 2 jours, elles ont appris les techniques de fabrication de savon artisanal et les secrets de la teinture locale. Reportage avec Moussa Komara. Des mains plongées dans des bassines colorées. Les tissus se métamorphosent sous les doigts agiles des apprenantes, tandis que des petites boules
des savons flottent dans les seaux. À Dixine, ce n'est pas une foire artisanale, c'est une révolution silencieuse. Des femmes découvrent un nouvel univers, la saponification et la teinture. Ici, l'huile, la soude, les colorants naturels deviennent des armes contre la pauvreté. C'est un avantage pour nous tous, surtout nous les mamans, parce que c'est nous qui sommes dans la discussion à la maison, c'est nous qui savons ce qui se passe à la maison. Donc si on arrive à faire ce travail-là à la maison, ça va nous aider. Sous la direction de ces formateurs, le savoir ancestral renaît au rythme des échanges. Le mouvement général Mamadi Doumbouya Guinée-Yigui en fait plus que des promesses. Il donne aux femmes de Dixine les clés du changement. C'est une initiative citoyenne qui est née de la volonté de soutenir la refondation nationale impulsée par le général Mamadi Doumbouya, qui pour le développement d'un pays parle automatiquement de l'autonomisation des femmes, parle obligatoirement de l'émancipation de la femme. Donc aujourd'hui, nous pensons, si nous aidons les femmes à être autonomes avec leur émancipation, c'est comme si on aidait le général à atteindre un objectif. Pour le moment, c'est 500 femmes qui seront bénéficiaires. Ça, c'est dans la commune de Dixine. Nous irons jusqu'à former 5000 femmes. Oui, 5000 femmes. Ça, c'est pour le développement durable de la Guinée. En fin de session, c'est une autre étape qui commence. Les participants sont dotés des kits de production, de quoi démarrer les activités, autonomie, dignité, action. Le mouvement Guinée-Yigui prévoit d'étendre ce type de formation dans d'autres communes de la capitale et à l'intérieur du pays. Le monde du spectacle et de la culture guinéenne est en deuil. L'humoriste et comédien Moussa Keïta, plus connu sous le nom de Moussa Kofoy, n'est plus. Décédé hier lundi à l'hôpital Tripano de Damakania, dans la préfecture de Kindia. Moussa Kofoy était considéré comme l'un des pionniers du théâtre en Guinée, marquant des générations entières avec son humour. À l'annonce de son décès, notre rédaction a recueilli les réactions de Mohamed Lamine Diallo, dit Mamadou Tog, visiblement bouleversé par cette disparition. Il faut rappeler également que l'illustre comédien a été inhumé cet après-midi dans sa ville natale à Kindia. Reportage sur place avec Francis Mormon. Son image et l'annonce de son décès ont fait la une des réseaux sociaux. L'artiste comédien Moussa Keïta, communément appelé Moussa Kofoy, a tiré sa révérence ce lundi 12 mai des suites de maladies. Une disparition qui plonge le monde de la culture dans une vive émotion. La Guinée perd un immense artiste. Un immense artiste. Quelqu'un qui a porté à son dos tout un pays. Je ne voudrais pas qu'on oublie Moussa. Moussa est une bonne personne. Moussa est une personne digne. Il est resté humain, il est resté bien, il est resté sincère à lui-même. Il a aimé son Kindia natal, étant originaire du Manding. Ce monsieur est une légende. C'est pour dire que Moussa, son humour et sa joie de vivre n'avaient pas de limite. Moussa Kofoy incarnait parfaitement l'humour populaire à une aisance et une authenticité qui forçaient le respect. Au-delà de la scène, il était pour l'honorable conseiller national, Mamadou Tog, un grand frère engagé, investi dans la vie sociale à travers son apport, ses conseils et sa disponibilité. Moussa nous transfère de l'énergie, c'est quelqu'un de bien. Il nous inspirait. C'est l'école, c'est la marque de fabrique de beaucoup de jeunes que nous sommes. Moussa, c'est quelqu'un qui a donné une partie de sa vie à aider ce pays. La preuve la plus palpable, le dernier spot publicitaire qu'il a joué, ou la participation dans des panneaux publicitaires ou des banderoles, il a offert sa personne à l'institution de législation pour la communication, la sensibilisation et la promotion du projet de nouvelle constitution écrit au CNT. Artiste, humoriste, tailleur de profession, avec son style singulier, alliant humour, satire sociale et regard affûté sur le quotidien, Moussa Kofoy a su séduire le public guinéen et se forger une solide notoriété à l'échelle nationale. Moussa Kofoy a rejoint sa dernière demeure ce mardi après la prière de 13h au cimetière de Yabara. Son enterrement a été précédé d'un symposium organisé à la place des martyrs où des hommages mérités lui ont été rendus.
Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information à tous. Merci de votre aimable attention et bonne suite de programme sur Parlement TV.